Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Londres veut un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Un sommet Royaume-Uni-Afrique vient de se tenir. Le président de la République prépare la rencontre. Alassane Ouattara a animé un panel sur les secteurs à forte croissance. Le chef de l'État est rentré ce dimanche. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique appelle les enseignants à lever leur mot d'ordre de grève. La coalition du secteur entend entamer un arrêt de travail à compter de ce mardi en raison de revendications non satisfaites selon eux. Dans un communiqué, la tutelle appelle à préserver les acquis et à se rendre effectivement au travail. Et puis en Chine, le coronavirus gagne du terrain. Il sort de son foyer. Un premier malade est décédé à Shanghai. Plusieurs villes mises en quarantaine. Le bilan des victimes du coronavirus est de 56 morts et plus de 2000 personnes malades. Le président de la République est rentré ce dimanche de Londres. Alassane Ouattara a participé au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. À son arrivée, il a été accueilli par le vice-président, le Premier ministre et des membres du gouvernement. Les honneurs militaires également rendus au chef de l'État. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, à Londres, le président de la République a animé un panel. Il a eu également un entretien avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Il a justement ici à Abidjan fait le point de son séjour au Royaume-Uni. Je vous propose de l'écouter. Je viens d'effectuer une mission à Londres où j'ai pris part à l'invitation du Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. J'étais accompagné de la Première Dame et de plusieurs ministres et des membres du cabinet présidentiel. Ce sommet a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains, environ une vingtaine, dont je crois 4 pays francophones, le Sénégal, la Guinée, le Congo-Kinshasa et la Côte d'Ivoire. Des entreprises et également des institutions internationales. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Boris Johnson a exprimé sa volonté de nouer un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et le continent africain, ce dont, bien évidemment, nous nous félicitons. Il a aussi présenté les opportunités qu'offre son pays dans divers domaines, notamment dans les secteurs des finances, de l'éducation, de la formation, des technologies de l'information et de la sécurité, mais également la disponibilité du Royaume-Uni à relever les défis auxquels nos pays sont confrontés en matière d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique et de lutte contre la pauvreté. Au cours du sommet, j'ai animé aux côtés de mon homologue du Mozambique et du Premier ministre de l'île Maurice un panel sous le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». J'ai à cette occasion relevé les progrès impressionnants de notre pays au cours de ces 8 dernières années, ainsi que les réformes que nous avons initiées en mettant l'accent sur la sécurité, l'amélioration du climat des affaires, les investissements privés, mais également la paix et la cohésion sociale. Ceci a permis de réduire le taux de pauvreté de 51% en 2010 à 35% en 2018. En termes de perspective, j'ai indiqué que la deuxième phase de notre stratégie consistera en la transformation de nos produits agricoles, tout en continuant de mettre l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes ainsi que sur l'autonomisation des femmes. J'ai donc invité les hommes d'affaires du Royaume-Uni à venir investir en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà présents, mais je souhaite qu'ils viennent encore plus nombreux. En marge du sommet, j'ai eu un entretien avec le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, sur la coopération entre nos deux pays. Et j'ai à cette occasion sollicité le retour à Abidjan des services en charge de la délivrance des visas
des visas anglais aux étudiants et hommes d'affaires ivoiriens, puisque vous savez aujourd'hui, les uns et les autres sont obligés d'aller à Accra pour obtenir les visas. J'ai demandé également l'établissement d'une liaison aérienne directe entre Abidjan et Londres. Ces questions seront étudiées par les autorités. Comme vous le savez, le Royaume-Uni est un partenaire important de la Côte d'Ivoire, où il est présent dans le secteur des mines et de l'énergie. Environ 30% de l'énergie de notre pays est produite par les investisseurs britanniques. Dans ce cadre, nous avons abordé la question des énergies renouvelables ainsi que la transformation locale de nos matières premières, notamment le coton et l'anacarde. Je me suis également entretenu avec le premier secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, M. Dominic Raab, le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui est M. Souma Chakrabarti, qui sont venus nous présenter les activités de la banque et le souhait de la BERD d'ouvrir un bureau à Abidjan. J'ai également rencontré l'ancien Premier ministre Tony Blair, qui est président de l'Institut Tony Blair et qui a un partenariat avec la Côte d'Ivoire pour la promotion de la transformation de l'anacarde, mais également du textile en Côte d'Ivoire. Et j'ai rencontré également le président de la Banque mondiale, M. David Malpass, avec qui nous avons fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette grande institution financière internationale qui apporte un soutien extrêmement utile à notre pays. Nous avons également, la Première Dame et moi-même, participé à un cocktail offert par la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Ce cocktail était présidé par le fils William et la princesse Kate. Alors, durant mon séjour à Londres, j'ai été invité à prononcer une conférence dans deux prestigieuses institutions britanniques. D'abord Chatham House, spécialisé dans la réflexion stratégique, et aussi au Royal African Society, qui a pour vocation la compréhension mutuelle entre l'Afrique et le Royaume-Uni. Alors, à Chatham House, le thème était « Élections en Côte d'Ivoire en 2020, comment assurer la stabilité et l'inclusion ». J'ai insisté sur la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'élection présidentielle d'octobre 2020 soit démocratique, transparente et apaisée. Et parce que nous avons maintenant fini de mettre en place les institutions de la République qui sont donc totalement crédibles. Et j'invite les uns et les autres à se référer aux institutions quand il y a des questions à évoquer, plutôt que de prendre d'autres voies pour obtenir des évolutions dans ce domaine. J'ai aussi évoqué des initiatives entreprises par le gouvernement en vue d'organiser ces élections, comme je l'ai dit, qui seront ouvertes, transparentes et apaisées, et en parlant notamment de la commission électorale indépendante. J'ai indiqué que la précédente commission avait organisé plusieurs élections présidentielles, législatives, municipales, régionales, et que tout ça s'était bien passé, mais que nous avons procédé à une adaptation pour tenir compte des recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et bien évidemment, la Cour a validé ces propositions. Et cela, bien sûr, a été fait à l'occasion de discussions avec les partis politiques et la société civile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Commission électorale indépendante répond aux critères de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et j'ai noté que le Premier ministre a engagé des échanges pour adapter le code électoral à la Constitution de la Troisième République. J'espère que le Premier ministre sera en mesure de me faire les propositions pour le gouvernement
dans ce mois de février, parce que vous savez, les élections, c'est dans 9 mois, c'est en octobre, et il faut maintenant que nous puissions boucler toutes les questions relatives à la préparation des élections. Alors, Royal African Society, j'ai présenté les atouts et les opportunités de l'économie ivoirienne. Et là, j'étais impressionné. En fait, ce n'était pas une grande réunion, il y avait une vingtaine de PDG de grandes entreprises anglaises et internationales. Et donc, c'était des personnalités qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui ont investi en Côte d'Ivoire et qui croient en notre pays. Et donc, je leur ai dit que, comme ils le savent, que la Côte d'Ivoire va bien, elle est en paix, elle continue d'avancer, et donc elle est maintenant sur une trajectoire de non-retour dans des situations de difficulté. Et je les invitais à venir nombreux en Côte d'Ivoire pour investir, car c'était bon pour eux et c'est bon également pour nos concitoyens. Voilà, mesdames et messieurs, brièvement fait le compte-rendu de ma mission à Londres, qui était une mission très utile, en tout cas passionnante en ce qui me concerne, en raison des échanges que j'ai eus avec les autorités britanniques, les organisations internationales, comme évidemment les participants à ce grand sommet. Le président de la République de retour de Londres après avoir pris part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. La coalition du secteur éducation-formation annonce une grève à compter de ce mardi, un arrêt de travail pour des revendications non satisfaites selon le syndicat. Le ministère de l'Éducation exhorte à surseoir à ce mouvement de grève. Il les invite, les enseignants, à la retenue et les appelle à être à leur poste. Plus de détails avec Franck Quadio. Arrêt de travail suivi de rétention de notes, c'est l'action qu'entend mener à partir du mardi 28 janvier dans toutes les écoles les membres de la coalition du secteur éducation-formation du Côte d'Ivoire, COSEFSI, et cela en raison selon eux de la non prise en compte de certaines revendications restées sans suite lors des récentes grèves, celles de l'année dernière. Entre autres revendications, la revalorisation des indemnités de logement des instituteurs et professeurs du secondaire, la suppression des cours du mercredi dans le primaire, le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance. Un mouvement de grève annoncé auquel a répondu la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique par un communiqué. Un communiqué qui nous est parvenu. Kandia Camara note le caractère inopportun de cette grève qui intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGouv qui aura permis le recrutement de plus de 10 000 enseignants et la confection de plus de 500 000 tables bancs. En outre, un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour permettre au personnel regroupé au sein de la mutuelle des personnels de l'éducation-formation d'accéder à la propriété immobilière. Conformément aux clauses de ce protocole d'accord, les bénéficiaires de ce projet disposeront de logements à moindre coût, soit en accès direct à la propriété, soit par location-vente et dans tous les cas, sans aucun apport initial. C'est un projet qui va coûter plus de 300 milliards de francs CFA à l'État. Dans son communiqué, la tutelle invite alors la COSEFSI à la retenue. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prend à témoin la communauté éducative et met en garde contre toute action visant à semer le désordre, l'incivisme dans les établissements scolaires et compromettre ainsi l'avenir de nos enfants. Eu égard au souci de préserver un climat de paix et de concorde, si cher à la transmission-acquisition des connaissances et savoirs, les enseignants grévistes, les fauteurs de troubles et les auteurs d'actes répréhensibles seront tenus pour responsables des effets de leur comportement et attitudes et en assumeront les conséquences. J'en appelle donc au respect scrupuleux du droit à l'éducation de nos enfants et au civisme et demande à tous les enseignants d'être présents à leur poste les mardis 28, mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020.
On reste avec Franck Quadio pour aborder ce qui peut être une réponse à leurs préoccupations. Les enseignants ont désormais la possibilité d'obtenir une propriété, une opération d'accès à 90 000 logements et lancer un projet sans apport initial. Le président du conseil d'administration des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Michael Boko, annonce la mise en œuvre effective pour la fin de ce mois de janvier. 90 000 logements bientôt pour les enseignants et autres travailleurs du secteur éducation-formation du Côte d'Ivoire, une initiative de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MUPEMINET. Compte tenu de la situation financière des enseignants, les syndicats et associations ont demandé et obtenu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que ce projet soit une location-vente sans apport initial grâce à l'appui et à la garantie de l'État. Ainsi, les précomptes pour le paiement se feront à la source. En ce qui concerne les prix des maisons, le ministre de la Construction et les opérateurs immobiliers feront une communication cette semaine. 2 opérateurs accompagnent dans cette opération la MUPEMINET par tranche de 50 000 et 40 000 logements. Quand on accorde, par exemple, auprès du ministre du Budget, un allègement fiscal à ces opérateurs-là, vous comprenez avec moi que le prix va considérablement descendre. Donc une maison de 35 millions peut se retrouver à 15 millions parce qu'il y a certaines charges qui sont prises par l'État. Donc l'État va débourser autour près d'une centaine de milliards pour nous aider à acquérir une maison. L'accès au logement, une question cruciale, et surtout quand elle s'effectue sans apport initial. Angré, Cocody, Bingéville, Songon, Bassam et Alépé seront les sites qui abriteront les futurs logements des enseignants. Aujourd'hui, en 3 jours, nous avons ouvert une page pour des inscriptions et aujourd'hui, nous sommes à près de 1000 inscrits. D'ici à la fin de ce mois, on va faire le point de ceux qui sont inscrits. Nous allons les déverser aux opérateurs qui, très rapidement, vont les prendre en compte pour que l'opération commence. Les mutuelles des personnels du ministère de l'Éducation nationale exhortent l'ensemble des membres du secteur à adhérer au projet. Elle a le soutien de la tutelle, donc de l'État. Une façon d'accélérer et de contribuer au volet social logement du PS Gouv. 18 morts et 33 blessés, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation hier sur l'autoroute du Nord, une collision entre un car et un camion. Les blessés transférés à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo. Le ministre des Transports a été à leur côté. Amadou Koné a aussi appelé les automobilistes à la vigilance. Devi Soyo et Issa Tionayo. Depuis hier, ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. La route a encore tué. Un grave accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute PK107 aux environs de 5 h du matin. Selon les témoins, l'accident meurtrier a été provoqué par un carambolage impliquant 2 camions de transport de marchandises et un car de voyageurs en provenance des Tabous pour Abidjan. Le bilan est lourd, 18 morts et 33 blessés. Aussitôt informé, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, dans la commune de Undoussi, où sont admis les blessés de l'accident. Amadou Koné est allé s'enquérir de l'état des blessés et chercher à comprendre les circonstances du drame. Il a par la suite présenté la compassion du gouvernement et encouragé le personnel médical à continuer de travailler d'arrache-pied pour mettre les blessés hors de danger. Le ministre Amadou Koné a saisi l'occasion pour renouveler l'appel à la prudence aux automobilistes, surtout pendant cette période où la visibilité sur les routes est réduite du fait du brouillard. Donc restez en prière pour un prompt rétablissement des blessés. Il faut aussi prier pour la paix, mais l'Église catholique ne fera plus sa marche priante. Les fidèles plutôt invités à une prière qui aura lieu le 15 février à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Selon le porte-parole, cette initiative visait à promouvoir le vivre ensemble. Des détails avec Patricia Omouetia. L'aumônerie de la pastorale des jeunes du diocèse d'Abidjan, dans le cadre de ses activités et en relation avec le thème de l'année qui est « Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous », a prévu une marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Conscient de la primauté de Dieu et de la nécessité de la paix par la réconciliation,
maintient cette prière rogatoire en faveur de la paix en Côte d'Ivoire qui se tiendra le samedi 15 février 2020 de 7h à 13h30. Cependant, face au danger d'infiltration et soucieux de la sécurité de ses fidèles, Son Éminence demande que cette journée de prière se tienne exclusivement au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Quel est donc l'objectif majeur de ce rassemblement? Réaffirmer l'importance de vivre dans un environnement stable, prôner la paix entre les jeunes, montrer la nécessité de vivre dans la fraternité et la cohésion, sensibiliser la jeunesse diocésaine catholique et partant la jeunesse nationale sur la non-violence pendant la période électorale. Toujours selon le père Aubrou-Augustin, ces marches priantes publiques, ces chemins de croix, ces prières rogatoires sont des pratiques courantes qui sont des suppliques adressées à Dieu en faveur de tout le peuple. Le 1er février, le président de la République est à Sakassou. Alassane Ouattara va rendre visite à Nana Akua Boni II, reine du royaume baoulé. L'information a été donnée vendredi par le président de l'association des cadres du Centre pour le développement du RHDP. Amédée Kofi Kouakou était dans la localité pour préparer cette visite du chef de l'État, Léon Brou. Des techniciens à l'œuvre pour réhabiliter la voie principale de Sakassou. Il en sera ainsi pour l'ensemble des grandes artères de la ville. Des rues vont également être bitumées. C'est le cas ici, au quartier Oualebo, où le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, à la tête d'élus et cadres du centre, a visité le Palais Royal, édifice aussi à réhabiliter pour donner fière allure au royaume baoulé avant la visite du président de la République à la reine Akua Boni II. Information donnée par le président des cadres du Centre pour le développement aux 172 chefs de tribus et de villages de Sakassou. On est prêt à recevoir les chefs de l'État. Il est le chef de tout le monde. Aujourd'hui, on a fait des choses, mais samedi prochain, tout Sakassou sera inondé par les gens du village. La reine même est prête pour l'accueillir. Cette mobilisation, femmes, jeunes et chefs coutumiers en ont convenu des modalités avec l'émissaire du gouvernement, Amédée Kouakou, qui en appelle à sa réussite tout en indiquant que la visite du chef de l'État se veut privée, mais pourrait donner un coup d'accélérateur au développement du royaume baoulé. En 2011, on avait un taux de pauvreté dans le pays qui était au-delà de 51%. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est autour de 35%, donc les Ivoiriens vivent mieux. Les populations donc comprennent le sens de toutes les actions qu'ils mènent. Nous avons échangé avec les populations et elles sont prêtes à réserver un accueil chaleureux au président de la République lorsqu'il sera ici à Sakassou. La visite du président Alassane Ouattara à la reine Akua Boni II, reine des Baoulés, est prévue pour le 1er février 2020, toujours selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. En santé, le cas suspect de coronavirus est maîtrisé. Hier, le ministère de la Santé a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'une malade en provenance de Pékin. L'étudiante de 34 ans est prise en charge par les services de santé. Toutes les dispositions sont prises. D'ailleurs, le ministre de la Santé s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À Kaolé est allé constater les dispositifs de prévention mis en place. Justement, le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique était ce 13h sur le plateau du JT présenté par Hamza Diaby. Le professeur Joseph Beignet-Bivro a donné les nouvelles de la malade. Elle est stable. Il a aussi invité les populations au respect des mesures de prévention. Voici un extrait de l'entretien. Elle se porte bien, la situation est stable et nous attendons avec beaucoup de patience, beaucoup d'impatience, je dirais, les résultats de ces examens de prélèvement de gorge qui a été fait par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. On ne peut donc pas encore parler de cas avérés de coronavirus ici en Côte d'Ivoire? Oui, je pense qu'il faut être tout net. Nous sommes tout nets. Il s'agit d'une suspicion. Une suspicion. Donc pour le moment, on n'a pas à s'alarmer. Il s'agit d'une suspicion jusqu'à ce que les examens nous en donnent la preuve formelle. Justement, si malheureusement les examens nous en donnent la preuve formelle, si le cas est avéré, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les populations feront? Alors, si le cas est avéré, le malade sera pris en charge
on va le transférer dans le service de maladies infectieuses où toutes les dispositions sont prises pour le prendre en charge, pour la prendre en charge, je dirais, parce que c'est une dame, et surtout faire un traitement symptomatique. Parce que plus tôt la personne est prise en charge, et mieux sera pour l'évolution de la maladie. Première des choses, continuons de nous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. C'est des habitudes qu'on a acquises, il faut continuer. Deuxièmement, lorsque vous avez un contact étroit avec une personne qui présente des signes de détresse respiratoire, il faut automatiquement vous laver les mains, il faut pouvoir l'éviter. Troisièmement, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez un animal qui est mort de façon suspecte, il faut également ne pas le toucher et puis il faut également laver les mains. Et puis, quatrièmement, quand vous devez tousser ou bien vous êtes enrhumé que vous devez tousser, on vous recommande de tousser dans un mouchoir, de mettre un mouchoir sur le nez ou bien la bouche avant de tousser ou bien d'éternuer, ou bien si vous n'avez pas de mouchoir, éternuer au niveau du pli du coude. Vous éternuez au niveau du pli du coude. Et puis enfin, je dirais, devant tout signe de fièvre, de dyspnée, de tout, il faut automatiquement consulter dans le centre de santé le plus proche. L'épidémie de coronavirus, on en parle dans le reste de l'actualité. On fera également le point de tout ce qui a marqué cette semaine en information. Le 7 sur 7 à Traoré et Rigoré. Le virus qui a fait son apparition dans plusieurs grandes villes de la Chine est transmissible d'homme à homme, a déclaré le lundi 20 janvier un expert gouvernemental en maladies infectieuses. Un responsable de la Commission nationale de la santé a déclaré que cette transmission par contagion était avérée. Mardi 21 janvier, c'était l'un des points saillants du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger qui s'est tenu ce week-end à Bamako. Le retour de l'armée reconstituée à Kidal sera une réalité à partir du 24 janvier 2020. L'armée malienne reconstituée est composée des forces armées maliennes et des ex-combattants. Un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 au jeudi 23 janvier 2020 a été observé sur toute l'étendue du territoire burkinabé en mémoire des civils abattus ce lundi 20 janvier suite à l'attaque d'un groupe armé terroriste contre les villages d'Alamo et de Nagraogo dans le centre-nord du Burkina Faso, selon un décret signé par le président burkinabé. En Guinée, 3 personnes sont mortes ce jeudi 24 janvier dans des heurts entre les forces de sécurité et la jeunesse de la ville de Labé. Il s'agit de 2 jeunes tués par balle et un ambulancier. Pour rappel, Labé est un centre de contestation du référendum constitutionnel demandé par le président de la République, Alpha Condé. En France, la réforme des retraites a franchi une étape clé avec sa présentation ce vendredi 24 janvier en Conseil de ministres de 2 projets de loi. L'un organique et l'autre ordinaire, visant à créer le système universel de retraite par points promis par Emmanuel Macron, était à l'ordre du jour de l'exécutif. Au Gabon, suite aux violences urbaines ce samedi, le bilan s'est alourdi à Libreville. La personne admise en soins intensifs au CHU de Libreville, après avoir été lynchée par la foule, est décédée ce samedi matin. Son décès porte à 2 le nombre de morts. À l'origine de cette folle journée, des rumeurs sur une vague d'enlèvement d'enfants à des fins fétichistes. Dimanche 26 janvier, les élections régionales qui se tiennent en Calabre et en Émilie-Romagne pourraient rebattre les 4. Dans cette région prospère du nord de l'Italie, grand bastion de la gauche depuis 70 ans. Le Parti démocrate est au coude à coude avec l'extrême droite, car nombreux sont les dessus de l'administration sortante.
Et puis on l'a appris ce soir même, la NBA et tout le monde du sport sous le choc. Le basketteur Kobe Bryant est décédé. La légende des Los Angeles Lakers a trouvé la mort ce dimanche à 41 ans dans un accident d'hélicoptère au sud de la Californie. C'est l'un des plus grands champions de l'histoire du basket, quintuple champion NBA. Celui qu'on surnommait Black Mamba était l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. N'oubliez pas de visiter notre plateforme www.rti.ci et rti.info. Très bonne semaine. Bonsoir.